mais sans l'assemblage complet du moteur. Cette innovation n'apporterait aucun avantage à la cellule. La queue resterait immobile et inutile, invisible à la sélection naturelle qui, par définition, ne favorise que les changements propices à la survie. La logique de la sélection naturelle est très exigeante. À moins que le mécanisme du flagelle soit complètement assemblé et fonctionnel, la sélection naturelle ne peut tout simplement pas le préserver. Il ne peut être transmis à la génération suivante. Il faut bien comprendre que la sélection naturelle ne s'opère que pour un avantage fonctionnel. Dans la plupart des cas, elle élimine des éléments qui n'ont aucune fonction ou qui sont un danger pour l'organisme. Aussi, dans l'exemple d'une bactérie munie d'une queue qui ne sert pas de flagelle, il est probable que celle-ci soit éliminée. La seule raison de sélectionner un flagelle, c'est parce qu'il fonctionne et cela signifie, pour commencer, que tous les éléments du moteur flagellaire soient en place. Donc, la sélection naturelle ne peut donner lieu à un flagelle bactérien. Elle ne peut entrer en jeu qu'après que le flagelle soit là et opérationnel. En 1996, Michael Behe publia un livre intitulé Darwin's Black Box, dans lequel il chercha à montrer que la sélection naturelle, substitut d'une conception intelligente pour Darwin, ne pouvait expliquer l'origine du flagelle bactérien ou de tout autre système biologique irréductiblement complexe. Michael Behe arriva à la conclusion que la complexité inhérente à ces systèmes nous oriente vers une conception intelligente. Darwin's Black Box suscita immédiatement la controverse. Plus de 75 publications, y compris les revues scientifiques et les journaux les plus cotés, commentèrent l'ouvrage. Certains scientifiques saluèrent le travail de Behe, tandis que d'autres lui reprochèrent des approches non scientifiques et des motivations religieuses. Les critiques de Behe soulignèrent aussi qu'il avait sous-estimé les capacités de la sélection naturelle. Selon eux, le mécanisme flagellaire aurait pu être construit à partir d'éléments utiles à la fabrication de machines moléculaires plus simples, comme cette pompe cellulaire effilée. Si les composants de cette pompe existaient déjà, ils auraient pu être préservés par la sélection naturelle avant même l'apparition du moteur bactérien. Cette théorie est appelée cooption. Cela signifie essentiellement qu'à un moment donné, l'évolution ou la sélection naturelle était capable d'emprunter des composants à une machine moléculaire pour en construire une autre. Scott Minnick a étudié le moteur flagellaire pendant près de 20 ans. Ces études l'ont amené à remettre en question l'argument de la cooption. Dans le flagelle bactérien, on retrouve 40 structures. Certes, 10 d'entre elles sont impliquées dans une autre machine moléculaire, mais les 30 autres sont uniques. Où ont-elles pu être empruntées ? Finalement, il faudra pouvoir décrire quel était l'autre fonctionnement de chaque partie et son utilité à l'origine. En fait, on ne peut pas poursuivre cet argument bien loin, car on se heurte au problème de devoir emprunter au néant. Et même si on admet que tous les éléments étaient réunis pour assembler une telle machine, d'autres problèmes surgissent. Les instructions d'assemblage sont encore plus complexes. Cette question n'est jamais abordée par les adversaires de la complexité irréductible. Les études menées sur le moteur bactérien ont en fait révélé une complexité encore plus grande, car son élaboration ne dépend pas seulement de composants précis, mais aussi d'une séquence d'assemblage minutieuse. Il faut que les choses soient faites au bon moment. On a besoin du nombre exact d'éléments. On doit les assembler de façon séquentielle. Il faut pouvoir déterminer si l'assemblage s'est bien déroulé pour ne pas gaspiller de l'énergie pour une structure qui ne sera pas fonctionnelle. La construction d'une machine moléculaire est comparable à celle d'une maison où les ouvriers suivent un plan d'architecture détaillé. On pose les fondations avant d'ériger les murs. On installe la plomberie et le réseau électrique avant de recouvrir les cloisons. On doit encastrer les fenêtres avant de passer à la finition extérieure. Et on pose les bardeaux seulement après avoir cloué le contreplaqué au chevron. Il en est de même de la construction du moteur flagellaire. Le flagelle est construit de l'intérieur vers l'extérieur. Les composants de la structure circulaire de l'anneau sont comptés et une fois assemblés,
un message indique qu'on peut passer à la suite. Une tige est ajoutée, puis un anneau, puis une autre tige, suivi des crochets qui, ayant atteint une certaine taille et inclinaison, environ 90 degrés, laissent place à l'assemblage du filament flagellaire. Tout ceci intervient selon un ordre précis, à l'instar de la construction d'un bâtiment. Pour construire le moteur correctement, il faut un système complexe où les machines respectent minutieusement l'ordre des instructions d'assemblage. Comment la sélection naturelle pourrait-elle produire un tel système ? L'argument de la cooption ne répond pas à cette question. Pour aboutir au mécanisme flagellaire ou à des dizaines de milliers d'autres au sein de la cellule, on a besoin d'autres mécanismes qui régulent le montage de ces structures. Des mécanismes qui eux-mêmes dépendent d'autres mécanismes pour leur assemblage. Si un seul de ces éléments venait à manquer ou était mal placé, le moteur ne fonctionnerait pas. Le dispositif qui permet de construire le moteur flagellaire est donc, lui aussi, irréductiblement complexe. En fait, on rencontre ici une complexité irréductible tout au long de la chaîne. Nous connaissons bien le flagelle bactérien. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre, mais on l'a beaucoup étudié et il n'y a pas d'explication permettant d'associer cette machine moléculaire à un mécanisme darwinien. Il y a 150 ans, les scientifiques ignoraient les mécanismes irréductiblement complexes. Pourtant, Darwin avait anticipé les difficultés que ces systèmes pourraient poser à sa théorie. Si l'on pouvait démontrer qu'un organisme complexe existe sans être l'aboutissement d'une succession de nombreuses et infimes modifications, ma théorie s'effondrerait totalement. Il y a deux grandes questions en biologie. Comment apparaissent les nouvelles formes de vie, avec de nouveaux organes comme les ailes ou les yeux, à partir d'organismes qui existent déjà? Et deuxièmement, comment la vie elle-même est apparue sur Terre? On sait que Darwin a voué la majeure partie de sa vie à la première question. Charles Darwin a comparé l'histoire de la vie sur Terre à une grande arborescence. À la base, on retrouve la toute première cellule vivante, et les branches représentent de nouvelles formes de vie plus élaborées qui ont évolué avec le temps à partir de cet organisme primitif. Darwin voulait expliquer l'origine des branches de cet arbre de vie. Il essaya de montrer comment la sélection naturelle aurait pu modifier des espèces, produisant ainsi la grande diversité de vie végétale et animale que l'on observe aujourd'hui sur Terre. Mais pour ce qui est de la base de l'arborescence, la première cellule vivante, Darwin n'a pas dit grand-chose. En fait, dans l'origine des espèces, il n'a même pas abordé la question de l'origine de la vie à partir d'une matière non vivante. Les seuls aperçus de ses opinions à ce sujet nous viennent d'une lettre qu'il a écrite à son collègue Joseph Hooker. Concernant la première production d'un organisme vivant, si, et oh quel grand si, nous pouvions concevoir dans quelques petites mares chaudes, en présence de toutes sortes de sels d'ammoniac et d'acide phosphorique, de lumière, de chaleur, d'électricité, qu'un composé de protéines fût chimiquement formé, prêt à subir des changements encore plus complexes. Aujourd'hui, une telle matière serait instantanément dévorée, mais peut-être qu'avant l'apparition des créatures vivantes, cela n'aurait pas été le cas. Au cours des dernières années de sa vie, Darwin développa peu l'idée selon laquelle une cellule aurait émergé de simples composés chimiques dans les eaux primitives de la Terre. Mais dans les années 20 et 30, un savant russe du nom d'Alexandre Oparin formula une théorie détaillée sur la possibilité de ce phénomène. Il l'appela
l'évolution chimique. Oparin a essayé d'expliquer l'origine de la vie à partir des principes darwiniens. Il a imaginé de simples composés chimiques se combinant plusieurs fois pour former des molécules plus grandes. Puis ces molécules se seraient organisées à l'aide de variations aléatoires et de la sélection naturelle pour donner lieu à la première cellule vivante primitive. Pendant les 30 ans qui suivirent, de nombreux scientifiques cherchèrent à développer et affiner ces idées en se penchant sur les questions soulevées par Oparin et Darwin. Comment la vie avait-elle pu émerger de simples produits chimiques ? Un homme pensait avoir trouvé la solution. Le problème des origines biologiques m'a très longtemps passionné par son envergure et son importance. D'où venons-nous ? Pourquoi sommes-nous là ? Des questions qui m'interpellaient du point de vue scientifique. De la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, Dean Kenyon était l'un des théoriciens les plus avancés au monde dans le domaine de l'évolution chimique. Comme d'autres savants, il essayait d'expliquer comment la vie sur Terre était apparue à partir d'un processus purement naturel. En 1969, Kenyon coécrivit un ouvrage important sur l'origine de la vie. Gary Steinman et moi-même pensions qu'en réunissant toutes les preuves empiriques accumulées du milieu à la fin des années 60, nous aurions de fortes chances d'expliquer l'origine des principaux éléments ayant abouti à la vie. Malgré son optimisme, Kenyon rencontra un problème majeur. Pour expliquer l'émergence de la vie, il devait commencer par expliquer l'origine des briques essentielles de chaque cellule présente sur Terre, des macromolécules appelées protéines. Les protéines ont de multiples fonctions dans la cellule, de l'agencement structurel, avec le cytosquelette aux enzymes qui catalysent les molécules pour obtenir de l'énergie ou pour bâtir des composantes cellulaires. Les protéines exécutent à peu près toutes les tâches dans la cellule, sauf le stockage d'informations génétiques, effectué par l'ADN et l'ARN. Toutes les fonctions quotidiennes, telles que le nettoyage de la cellule et la production d'énergie, sont accomplies par les protéines. Kenyon savait que les protéines auraient été aussi indispensables au premier organisme vivant qu'elles le sont dans les cellules aujourd'hui. Il reconnaissait aussi la complexité de leur construction. Dès 1960, les scientifiques avaient établi que même des cellules élémentaires sont composées de milliers de protéines différentes et que la fonction de ces molécules est due à leur structure tridimensionnelle très complexe. La forme irrégulière de certaines protéines leur permet de catalyser ou de déclencher des réactions chimiques grâce à leur parfaite adaptation aux autres molécules de la cellule. D'autres protéines s'emboîtent pour former des composants structurels. Les parties du moteur bactérien, comme cet anneau, sont composées chacune d'une seule protéine ou d'un assemblage de protéines qui lui donne une forme spécifique. Les protéines sont à leur tour composées d'unités chimiques plus petites, appelées acides aminés, reliés les unes aux autres pour former de longues chaînes. On observe un très grand degré de complexité dans l'architecture des acides aminés qui forment les protéines. Dans la nature, 20 types d'acides aminés servent à la construction de ces chaînes de protéines. Les biologistes les ont comparés aux 26 lettres de l'alphabet. Les lettres de l'alphabet peuvent faire l'objet d'un nombre énorme de combinaisons. C'est l'arrangement séquentiel des lettres qui détermine le sens des mots et des phrases. Si les lettres sont disposées correctement, on obtient un texte compréhensible. Sinon, on crée du charabia. Le même principe s'applique aux acides aminés et aux protéines. Il existe plus de 30 000 protéines distinctes et chacune d'elles repose sur une combinaison différente des 20 acides aminés évoqués précédemment. Ces acides sont disposés comme des lettres pour former des chaînes qui comptent parfois des centaines d'unités. Si les acides aminés sont bien séquencés, la chaîne sera alors pliée pour devenir une protéine fonctionnelle.
Les acides aminés s'emboîtent les uns dans les autres pour former une architecture préprogrammée par l'ordre de ces acides. Une structure est ainsi élaborée en vue d'une fonction particulière. Toutes les protéines de la cellule ont donc une forme tridimensionnelle, basée sur la disposition des acides aminés dans la chaîne. Cette disposition est cruciale. Si des acides aminés sont mal séquencés, une chaîne inutile se forme et au lieu de devenir une protéine opérationnelle, elle est détruite dans la cellule. À l'instar des langues écrites ou des programmes informatiques, les protéines ont une spécificité très élevée. Le fonctionnement de l'ensemble dépend d'un arrangement précis des éléments individuels. Mais qu'est-ce qui produit les séquences précises de ces acides aminés, donnant ainsi des formes et fonctions spécifiques aux protéines ? Au cours des années 50 et 60, des découvertes sur la structure des protéines ont poussé les biologistes à sonder ce mystère. Dean Kenyon pensait pouvoir le résoudre. Dans leur livre « La prédestination biochimique », Kenyon et Steinman proposèrent une théorie intrigante. Kenyon écrivit « La vie aurait pu être biochimiquement prédestinée par les propriétés d'attraction des parties chimiques, notamment entre les acides aminés dans les protéines. » Au moment de la parution de mon livre, mon collaborateur et moi étions entièrement convaincus que nous disposions d'une explication scientifique des origines. Kenyon suggéra que les propriétés chimiques des acides aminés les avaient attirés mutuellement pour former de longues chaînes qui sont devenues les premières protéines, les constituants les plus importants de la cellule vivante. Et cela signifiait que la vie était en fait inévitable, prédestinée tout simplement par la chimie. Beaucoup de scientifiques adoptèrent les idées de Kenyon et pendant les 20 années qui suivirent, la prédestination biochimique fut un best-seller sur la théorie de l'évolution chimique. Mais 5 ans après la publication de son livre, Kenyon se mit à douter de la vraisemblance de sa propre théorie. C'est au cours de cette période que mes doutes sur certains aspects de la pensée évolutionniste se sont manifestés. J'ai été confronté à un contre-argument solide de la part d'un de mes étudiants. Un argument que je ne pouvais pas réfuter. Kenyon était tenu d'expliquer comment les premières protéines avaient pu être assemblées sans l'aide d'instructions génétiques. Aujourd'hui, dans les cellules vivantes, les chaînes d'acides aminés ne se forment pas directement par des forces d'attraction entre leurs éléments, scénario des origines envisagé par Kenyon. C'est une grosse molécule à l'intérieur de la cellule qui contient les instructions d'assemblage d'acides aminés en protéines. Il s'agit de l'ADN. Au départ, Kenyon croyait que les protéines auraient pu se former directement sans les instructions de l'ADN. Et c'est ce qui créa l'enthousiasme scientifique autour de sa théorie. Mais plus il étudia les propriétés des acides aminés et des protéines, plus il douta que les protéines aient pu s'assembler sans ADN. Avec l'ADN, Kenyon fut confronté à une molécule possédant des propriétés qu'il ne pouvait pas expliquer par le biais des processus naturels. En effet, une mine d'informations se trouve fermement verrouillée dans sa structure en double hélice sous la forme de composés chimiques spécifiquement séquencés que les scientifiques représentent par les lettres A, C, T et G. Dans une langue écrite, l'information est transmise au moyen d'un arrangement spécifique de lettres. De la même manière, les instructions nécessaires à l'assemblage des acides aminés en protéines sont transmises par des séquences d'éléments chimiques disposés le long de l'axe de l'ADN. Ce code chimique a été surnommé le langage de la vie. Il s'agit de l'assemblage d'informations le plus dense et le plus élaboré que l'on connaisse dans l'univers. À l'instar des scientifiques qui étudiaient l'origine de la vie, Kenyon a compris qu'il avait le choix entre arriver à expliquer la provenance de ces instructions génétiques d'assemblage ou démontrer que les protéines avaient été directement fabriquées par les acides aminés et sans ADN dans les océans primitifs. Finalement, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait faire ni l'un ni l'autre.
Réunir dans un petit volume submicroscopique d'océans primitifs toutes les centaines de composés moléculaires nécessaires à l'émergence d'un cycle autorépliquant est un problème énorme. Et c'est ainsi que mes doutes sur la capacité des acides aminés à s'organiser en séquences biologiques indépendantes et fonctionnelles, sans la présence préalable d'informations génétiques, m'ont conduit à un point de rupture intellectuelle vers la fin des années 70. Pendant que Kenyon réévaluait sa théorie, de nouvelles découvertes biochimiques affaiblirent davantage sa conviction que les acides aminés auraient pu se regrouper en protéines. Plus j'approfondissais mes recherches, qui se déroulèrent quelque temps au centre de recherche Ames de la NASA, plus mon hypothèse de l'évolution chimique faisait question. Par la suite, les études expérimentales ont montré que les acides aminés n'ont pas la capacité de s'organiser en séquences biologiques fonctionnelles. Face à l'accumulation des problèmes au sein de sa théorie et à l'augmentation des données scientifiques sur l'importance de l'ADN, Kenyon fut obligé de prendre en compte le rôle incontournable de l'information génétique. À force d'examiner l'alternative présentée dans les critiques et le problème énorme que nous tous qui travaillons dans le domaine avions négligé, à savoir l'origine de l'information génétique elle-même, j'ai été amené à reconsidérer ma position sur les origines. Pour Dean Kenyon, une nouvelle question occupa le centre de ses recherches sur l'origine de la vie. Quelle est la source des informations biologiques contenues dans l'ADN ? Si quelqu'un pouvait déceler l'origine de ces messages encodés dans l'être vivant, on aboutirait à une satisfaction intellectuelle bien plus grande que celle offerte par la théorie de l'évolution chimique. Mais Kenyon se rendit compte qu'il faisait face à des alternatives limitées. Dans les années 70, la plupart des chercheurs avaient rejeté l'idée que l'information nécessaire à l'émergence de la première cellule était le simple fait du hasard. Pour comprendre cela, imaginez la difficulté d'obtenir seulement 2 lignes d'une pièce de Shakespeare comme Hamlet en laissant tomber des lettres de Scrabble sur une table. Puis, considérez que les instructions génétiques nécessaires à la composition des protéines dans l'organisme unicellulaire le plus simple rempliraient des centaines de pages de texte imprimés. Bien sûr, les biologistes sérieux ne croyaient pas que la vie était apparue par pur hasard. Ils envisageaient plutôt que la sélection naturelle s'était opérée sur des variations aléatoires parmi les composés chimiques pour produire la première forme de vie. Mais cette proposition posait un problème. Par définition, la sélection naturelle ne pouvait se manifester qu'après l'apparition de la première cellule vivante. Parce qu'elle n'intervient que sur des organismes capables de se répliquer, des cellules équipées d'ADN qui transmettent leurs mutations génétiques aux générations suivantes. Sans ADN, il n'y a pas d'autoréplication. Mais sans autoréplication, il n'y a pas de sélection naturelle. On ne peut donc pas utiliser la sélection naturelle pour expliquer l'origine de l'ADN, sans supposer l'existence même de ce qu'on cherche à expliquer. Le hasard, la sélection naturelle et sa théorie d'auto-organisation n'avaient pas été en mesure de définir l'origine de l'information génétique. Kenyon n'avait plus qu'une alternative. En l'absence de la moindre probabilité de voir l'évolution chimique déterminer